Depuis quelques années, il y a une expérience que je fais, quelque chose que je fais en secret, tous les jours, et certains jours à longueur de journée. Pour ça, je n'ai pas besoin de m'isoler. Au contraire, c'est quelque chose que je fais lorsque je m'adresse à quelqu'un. Chaque fois que je le fais, j'ai la sensation de vivre, même rien que le temps d'une phrase, le moment le plus agréable que je pouvais vivre avec cette personne, à cet endroit, à cet instant. Juste en faisant ce que je sais faire. Et comme c'est quelque chose de très simple, dans à peu près 15 minutes, vous serez en mesure, si vous le voulez, de faire ceci vous-même dans votre quotidien. Et sans que cela vous coûte une minute de plus dans vos journées. Juste en faisant un peu différemment quelque chose que nous faisons déjà à longueur de journée. Il s'agit de notre rapport au langage et de notre rapport aux autres via ce langage. Ce petit secret, cette expérience est en fait devenue très rapidement une habitude. J'en ai parlé à quelques personnes, et si ça se passe pour vous comme pour ces personnes et comme pour moi, vous devriez ressentir des effets immédiats, de même que votre entourage, sans qu'il ait même besoin de changer quoi que ce soit. Pour cette raison, on peut imaginer que plus nous serons nombreux à prendre cette petite habitude qui personnellement m'est très agréable, plus l'impact sera rapidement large. J'aimerais commencer par vous montrer pourquoi il s'agit d'aller quelque peu à contre-courant de certains de nos automatismes. Et pour cela, réouvrir avec vous mes cahiers d'étudiants en psychologie sociale. Avec en trame de fond ma carrière d'artiste musical, d'auteur, compositeur et showman, ma vie familiale de couple et mon rôle de père, je m'exprime aujourd'hui en tant qu'ingénieur amoureux des sciences sociales et des sciences, des origines et fondements de l'être humain. Afin de réaliser ensemble une petite simulation préparatoire, j'aimerais poser sur la table deux concepts bien connus de la psychologie sociale. Le premier s'appelle biais d'autocomplaisance. C'est ce qui fait par exemple que lorsque nous vivons un événement insatisfaisant pour nous, par exemple l'échec à un examen, nous serons plus à même d'expliquer ce qui s'est passé par des causes externes, comme la difficulté de l'examen, le temps disponible, le type de questions, que si nous avions peut-être réussi cet examen, auquel cas il sera plus facile pour nous, c'est une tendance, de considérer que ce qui nous arrive est le résultat de nos propres actions et propres qualités. Le deuxième concept, c'est celui que les chercheurs ont appelé erreur fondamentale d'attribution. C'est ce qui fait, par exemple, que quand nous faisons nos courses le lendemain de l'annonce du confinement, parce qu'on en a vraiment besoin, et que nous voyons une personne avec un caddie rempli de paquets de papier toilette, qu'est-ce qu'on va se dire? Peut-être qu'un grand nombre d'entre nous, moi compris, on va se dire quel égoïste, individualiste, immoral, non éthique, peut-être même paranoïaque, sans que nous sachions que cette personne, à cet instant, est en train de faire les courses pour des personnes âgées de son village et des environs. C'est cette difficulté qu'on a à imaginer, en tout cas en premier lieu, que les actions d'autrui peuvent être dues à des causes externes de contexte. Maintenant que les présentations sont faites, j'aimerais faire avec vous cette simulation. On va prendre un environnement clos, comme une marmite expérimentale, ou un appartement en plein confinement, et on va y mettre deux personnes. On va rajouter un peu de frustration. Donc si on suit la logique qu'on a paramétrée juste avant, il va certainement se passer ceci. On va chercher un responsable, et comme tout ce qu'on voit, c'est l'autre, le responsable, c'est l'autre. Et on va lui attribuer des caractéristiques internes. Et telle quelle est la situation, ça ne sera certainement pas des qualités. On va peut-être lui dire, en s'imaginant que la personne va nous dire « Oui, oui, c'est vrai, tu as raison ». Mais en fait, ça ne se passe jamais comme ça. Ça vous semble familier, cette situation? Parce que ce qu'on vient de resynthétiser là, c'est un élément très très présent de nos vies d'humains civilisés. Ça s'appelle le conflit. Et la définition que j'en fais, et qui la différencie du désaccord ou de la frustration, c'est qu'on a rajouté un super ingrédient.
Ce super ingrédient, c'est l'idée qu'il y a un bon et un mauvais, un coupable, un fautif. Et ce super ingrédient s'appelle le jugement. Prenons maintenant la même situation, mais rajoutons une troisième personne qui a lui ses propres objectifs, sa propre histoire, ses propres valeurs. Et peut-être que ce qui va se passer, c'est ça. Pour une personne ou un groupe de personnes. Mais eux, ils ont peut-être aussi de la frustration. Donc, ils vont chercher eux aussi un coupable. Si on rajoute un troisième groupe, qui a lui aussi ses objectifs, son histoire, ses valeurs, peut-être qu'il va se passer ceci. Et si on rajoute encore quelques autres, peut-être cela. Et pourquoi pas ça? Ou ça? Et encore ça? Bon, tout est allé un peu vite. Et la géopolitique est évidemment une science complexe et multifactorielle. Mais on peut quand même imaginer qu'à partir du moment où il existe l'idée d'un bon et d'un méchant, d'un coupable, d'un mauvais, d'un fautif, il est peut-être moins difficile à ce moment-là d'appuyer sur le bouton, à ce moment-là d'enfoncer la baïonnette et de malgré tout avoir une bonne estime de soi. Mais le jugement est nécessaire. C'est un outil d'aide à la décision. Il nous a été vital parce que nous sommes des champions de la survie, comme vous le savez, ou des descendants de champions de la survie. Si nous sommes là, de même que tous les êtres vivants en dehors de cette salle et sur la Terre, c'est que nos ancêtres, depuis la première cellule, ont réussi à enfanter, à vivre suffisamment longtemps pour enfanter jusqu'à nous. Et ça aurait été difficilement possible si on n'avait pas attribué la qualité au loup d'être dangereux, à ce fruit d'être comestible ou ce champignon d'être vénéneux. Et d'inscrire ça dans notre encyclopédie mentale personnelle. Alors, je ne sais pas de quoi se parlaient les premiers hommes, mais on peut imaginer que par rapport à aujourd'hui, les considérations étaient un peu plus centrées sur des questions de survie et de la nécessité de s'activer chaque jour intellectuellement et physiquement pour trouver sa nourriture. Est-ce qu'on aurait des considérations du type « Oh là là, j'ai croisé cette personne, elle est vraiment arrogante » ou en texto « Oh, celui-là, quel radin » ou sur un clavier « Les gens sont vraiment irrespectueux ». Est-ce qu'elles étaient là, ces considérations? Je ne sais pas. Pas sûr. Et en plus, ces termes irrespectueux, envers qui? Envers quoi? Ces termes ne sont pas précis. À partir de quel moment on décide de dire que quelqu'un est irrespectueux? À partir de quel seuil? Et puis, est-ce qu'il est irrespectueux tout le temps ou juste dans cette situation? Et puis, je pense que si on fait un test tous ensemble, que je vous propose 5 définitions du respect, que je vous demande de les évaluer selon lesquelles correspondent pour vous le mieux, il est possible qu'on aboutisse pour un même mot à finalement autant de formes différentes que d'individus. Pourtant, on croit qu'on est tous d'accord sur ce qu'elles veulent dire et de comment les utiliser. Il y a donc certains inconvénients à ces qualificatifs, mais il y a aussi 2 grands pouvoirs. Le premier, c'est la capacité que nous confèrent ces mots à pouvoir hiérarchiser et classer les individus entre eux ou dans des catégories, comme la catégorie d'être moins fréquentable qu'un autre, d'être moins digne d'être écouté, d'être moins digne de commander, d'être moins digne de recevoir des ressources. Le deuxième pouvoir, c'est que quand on montre quelqu'un du doigt, la critique qu'on lui fait, elle ne s'applique pas à nous. Pour ce qui est de nos systèmes biologiques, ils sont très anciens, comme on le sait, très proches de ceux de plein de nos cousins animaux. Et il y a certaines choses qu'on ne contrôle pas ou difficilement. Si nous nous promenons dans la forêt, que nous entendons un bruit dans notre dos, nous allons possiblement sursauter, peut-être partir en courant. Si nous regardons un film de suspense sur notre écran de téléphone, nous allons quand même avoir le cœur qui s'accélère, très probablement. Mais par contre, le fait de choisir, quand on sait les effets que ça peut avoir sur notre interlocuteur et la vision que peut avoir le groupe sur cette personne-là, on a le pouvoir aussi de choisir si on veut véritablement utiliser ces qualificatifs. Et c'est en ça qu'a résidé mon expérience. C'est regarder quelles étaient toutes les choses qui s'appliquaient à cette situation de jugement. Et on peut citer 3 composantes. La première, c'est attribuer des caractéristiques internes. La deuxième, c'est le fait de le faire à quelqu'un d'autre que nous. Et la troisième, d'attribuer une responsabilité. Et j'ai regardé quels étaient les éléments de langage qui étaient des outils
pour servir ces fonctions. Et j'ai décidé d'essayer de les enlever de mon langage. On a vu le rôle des adjectifs qualificatifs subjectifs, mais il y a aussi les valeurs. Un peu de bienveillance ne ferait pas de mal. Celui-ci n'a pas de courage. Il y a aussi les catégories psychologiques, comportementales, voire idéologie. En synthèse, tout ce qu'on peut dire au sujet de quelqu'un avec une grande chance soit de se tromper, soit que ce qu'on est en train de dire englobe une variété d'individus qui ont peut-être des comportements beaucoup plus graves que la personne dont on parle. Autre chose au sujet duquel on a de grandes chances de se tromper quand il s'agit de l'autre, ses affects, ses émotions, ses pensées, ses convictions, ses intentions. Le futur, l'usage du futur. Personnellement, je n'arrive pas à prévoir mes propres actions. Dur de prévoir celles d'un autre. L'usage de toujours, tout le temps, à chaque fois. Et pour considérer que l'autre est responsable, il y a évidemment des accusations explicites. Mais pour ce qui est des choses subtiles, il y a par exemple les « il m'a »,« elle m'a »,« ça m'a », énervé, agacé. Et tous ces adjectifs verbaux qui terminent en « en », énervant, agaçant, ces choses qui font que subtilement on introduit l'idée que quelque chose d'extérieur a une responsabilité sur nous. Et comme l'objectif derrière, c'est aussi mener des études un peu plus poussées, notamment en termes neurologiques et des questions de neuroplasticité, il a été vraiment question de couper le rapport à ces outils-là. Par exemple, dire « c'est cool », dire « c'est énervant », j'ai essayé de ne pas le dire. Et d'éviter comme de me cacher derrière une description d'autre chose que moi. Pour « c'est cool », selon le contexte, j'essaye plutôt de dire « je suis content que tu sois là ». Le bilan de l'expérience, c'est qu'à aucun moment, quelqu'un m'a dit que je parlais bizarrement ou que je faisais quelconque expérience. La deuxième chose, c'est que j'ai toujours réussi à dire ce que je voulais. Comme, par contre, des fois, j'oubliais de faire l'expérience et que j'oubliais de le faire rigoureusement, ça a eu pour avantage que je pouvais voir, du coup, ce qui se passait dans un cas comme dans l'autre et selon les différents degrés d'application pour faire cette expérience. Et j'ai constaté que plus je me consacrais pleinement à cette habitude, plus je sentais que j'étais plus précis et mieux compris. La deuxième chose, c'est que les décisions qui ressortaient de ces discussions m'avaient l'air gagnantes. Et que les participants étaient plus contents de ces interactions, qu'elles étaient moins tendues, moins longues et moins tournant en rond. Alors on pourrait se dire, oui, mais moi j'ai envie de ne pas réfléchir quand je parle, j'ai envie d'être spontané, naturel. C'est difficile de faire tout ça. En fait, non, c'est pas compliqué. Il s'agit juste de commencer par « je » et de voir ce qui se passe. Et là s'ouvre tout un monde qu'on a peut-être tendance à négliger, qui est celui des émotions, des besoins, des demandes. Ça, c'est des notions qui sont très présentes dans les travaux de Marshall Rosenberg au sujet de la communication non violente, sujet sur lequel je vous invite à vous documenter si ça vous intéresse. Et j'ajouterai aussi l'expression d'une intention. J'aimerais faire ma conclusion en mêlant les conseils que j'aurais aimé avoir pour faire cette petite expérience et que je vous donne maintenant avec ma compréhension de sa philosophie. Le premier, c'est qu'il ne s'agit pas d'une méthode pour arriver à convaincre quelqu'un et l'amener sur notre point de vue. C'est plutôt quelque chose où chacun présente ses besoins et ses limites et duquel on essaye de sortir des solutions qu'on n'aurait peut-être pas pu imaginer au départ. Le deuxième, c'est que si vous souhaitez vous prêter à cette expérience, ce que je vous souhaite, si quelqu'un en face de vous parle différemment, il ne s'agit pas de le corriger, au contraire, la notion d'empathie, c'est cette investigation dans laquelle on se demande quelle est l'émotion de cette personne, quel est son besoin, quelle est sa demande, et de vérifier ça avec cette personne. J'adorerais que vous partagiez ces choses-là et cette vidéo, mais pas s'il s'agit de faire une leçon à quelqu'un, notamment quelqu'un avec qui vous êtes en conflit. Enfin, l'idée n'est pas de penser que, parce que ceci a amélioré mon bien-être, que ça ferait de quelqu'un et de quelqu'un qui se prêterait à cette expérience comme vous, une élite du bien-être ou du savoir-être. Mes proches savent
très, 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 très bien à quel point je ne suis pas parfait. Et juste, ce que je souhaite faire, c'est faire de mon mieux. Sur ce, je vais quitter la scène. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis au revoir.